Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Late et Smart, ravi de vous retrouver ce mercredi soir. Avec mes deux invités, comme chaque soir, nous allons tenter de mieux comprendre les problèmes, les actualités, les enjeux économiques du moment au travers d'un certain nombre d'actualités et notamment concentrés autour de deux thèmes principaux ce soir. Encore une fois, tout d'abord, nous allons nous intéresser à la santé des PME. On a l'impression, on a lu, et puis quand on suit les marchés boursiers, on le sait, les grosses entreprises, le CAC 40, les entreprises se portent mieux que jamais. Donc, on a complètement oublié la crise qu'on vient de vivre depuis 18 mois. En tout cas, c'est ce que semblent dire les chiffres. Du coup, ce soir, on va s'intéresser aux autres plus petits, aux PME, aux ETI. Comment les PME sortent-elles de cette crise? Je dis sort parce que voilà, globalement, on est plus ou moins tous, et c'est tant mieux, dans une dynamique optimiste de sortie de crise. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France disait que voilà, la dette privée, c'est pas un problème parce qu'il y a de la trésorerie. Il y a les questions de financement, il y a les questions du marché de l'emploi avec des goulots d'étranglement déjà visibles ou à venir. Bref, on essaiera de faire un tableau un peu général sur la santé, voilà, le bulletin de santé des PME en France. On imagine qu'il y a des grosses différences, évidemment, encore selon les secteurs. Et puis le deuxième thème de l'émission, peut-être plus politique, mais qui a des fondamentaux quand même d'abord et avant tout économiques. C'est une des questions du moment dans le calendrier électoral à moins d'un an de l'élection présidentielle. Faut-il relancer la réforme des retraites? Vous savez que le chef de l'État, via tous ses émissaires et ses porte-paroles officiels ou officieux, testent l'idée de faire passer une réforme, notamment une réforme simple de relèvement de l'âge de la retraite à 64 ans avant le scrutin présidentiel. Haro sur une telle idée, notamment du côté des syndicats, y compris d'ailleurs du patronat. La droite est plutôt contre parce qu'elle veut se le garder en thème de campagne pour l'année prochaine. Bref, est-ce que c'est le bon moment, économiquement et politiquement, de relancer cette réforme de retraite? Je poserai la question là aussi à mes deux invités. Ce soir, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Mes invités, précisément, ce soir, à ma droite, Gilles Berset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille. Paul Bougnoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé fondateur et président de l'Argilière Finance. C'est un spécialiste, un champion des fusions-acquisitions, notamment pour les PME et les ETI. Donc vous serez au taquet pour les questions de financement des entreprises. C'est pas un hasard si j'ai choisi ce soir ce premier thème sur les PME. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Ce soir, tout de suite, la question impératif. On va commenter ce chiffre de rebond, d'envol, de très forte progression de la consommation en France au mois de mai. C'est l'apéro. Question donc conjoncture pour démarrer l'émission. L'INSEE a publié le chiffre de la consommation des ménages en France au mois de mai, et c'est un chiffre inhabituel en temps normal. La question, c'est de savoir si c'est un chiffre élevé ou pas compte tenu du contexte. La consommation des ménages qui a bondi de 10%, 10,4 très précisément le mois dernier, 10,4 par rapport au mois précédent. C'est comme ça que c'est calculé. Alors, on est dans un contexte de regain d'optimisme très fort, le moral des chefs d'entreprise est élevé, le moral des ménages est élevé, tout le monde voit le bout du tunnel, les masques tombent au sens propre évidemment, et la perspective des vacances d'été rajoute de la légèreté à tout ça. Est-ce que, j'ai écrit encore heureux, point d'exclamation, qu'elle bondisse de 10%, c'était quand même le mois de mai, la période de déconfinement, la réouverture d'une partie des commerces et des restaurants. Est-ce que c'est un chiffre élevé compte tenu de ce contexte spécifique, Gilles Berset, un plus 10? Alors en temps normal c'est beaucoup plus 10, mais dans le contexte, est-ce qu'on pouvait espérer, est-ce que c'est quand même sympathique? Est-ce qu'on pouvait espérer mieux? Comment évaluer ce plus 10 dans la période actuelle, enfin quand je dis la période actuelle, c'est-à-dire depuis le début de la crise Covid, on est habitué à des chiffres qu'on n'avait jamais vus en période normale. Je vous rappelle par exemple le chiffre de croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre de l'année 2020, quand on a relâché les mesures sanitaires. Plus 18,5% la croissance du produit intérieur brut. Et là, c'est pas sur un mois, sur un trimestre. Ouais. Sur un trimestre. Vous voyez, quand on a le pied sur le frein, pour des raisons sanitaires en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, et qu'on lève le pied, il y a évidemment un effet de rebond absolument phénoménal, et cet effet de rebond phénoménal est amplifié par le fait que les ménages ont une épargne accumulée absolument fantastique. On chiffre cette épargne accumulée, enfin, il y a des chiffrages différents, mais en gros, entre 150 et 200 milliards d'euros
pour vers la fin de l'année 2021. C'est des chiffres astronomiques. On en est à 8 points de produit intérieur brut, d'épargne accumulée, d'épargne financière accumulée, de surépargne dans le contexte des confinements, des craintes sanitaires, parce qu'il n'y a pas simplement les mesures sanitaires qui freinent la consommation, il y a aussi l'appréhension de beaucoup de personnes à consommer, à aller dans des lieux de consommation. Donc il est clair que quand le risque sanitaire se lève et que les mesures sanitaires sont progressivement effacées, il y a un rebond absolument phénoménal. La question qui se pose, c'est, bien sûr, est-ce que ce rebond va être pérenne, fort, et est-ce que les ménages sont suffisamment rassurés pour prolonger, pour amplifier cet effort de consommation de dépenses qui sera l'élément majeur dans la reprise. Et là, je dirais qu'il y a 3 éléments de sécurisation qui doivent leur être apportés. Premier élément, c'est évidemment les risques sanitaires. Les gens peuvent avoir peur, et puis les gouvernements aussi peuvent être amenés, si jamais il y avait des alertes, à prendre de nouvelles mesures. Bon, on le voit à droite à gauche, pas encore en France. Hein, c'est pas du tout l'air du temps, à part dans les Landes où effectivement le déconfinement est prolongé compte tenu de la présence des variants Delta là-bas. C'est un point d'interrogation, quoi. Enfin, voilà pour l'avenir. Le deuxième aspect, c'est le risque économique. Beaucoup de personnes peuvent vouloir garder de l'épargne de précaution pour le cas où, et là il est important que les pouvoirs publics les rassurent sur le fait que, évidemment, la reprise et l'action des pouvoirs publics, et pouvoirs publics au sens large d'ailleurs, y compris les banques centrales, cette action est là, totalement mobilisée pour favoriser la croissance. Et puis le troisième risque qui doit être écarté, c'est le risque fiscal. Bien évidemment, il faut rassurer les ménages sur le fait qu'il n'y aura pas d'impôt Covid. Ça a été dit, ça a été répété par le ministre de l'économie et des finances, par Bruno Le Maire. C'est une très bonne chose, parce que si évidemment cette incertitude était présente, des ménages pourraient garder de l'épargne de précaution pour des raisons fiscales et pas pour des raisons sanitaires. Donc vous voyez, il est important que ces 3 sécurisations se fassent pour doper au maximum cette force de rebond qui est apparue. Donc ce plus 10, il n'est pas si époustouflant que ça, compte tenu. Il n'est pas si époustouflant. Encore une fois, je vous rappelle le chiffre je voulais vous faire du 3e trimestre de l'année 2020. Donc il faudrait qu'il soit confirmé et que l'effort soit amplifié, en quelque sorte, pour que la reprise soit présente et qu'on retrouve déjà le niveau qu'on avait avant Covid. Vous voyez, il ne s'agit pas de dépasser le niveau qu'on avait avant Covid pour l'instant. On n'y est pas encore. C'est déjà le PIB, là c'est la conso. C'est déjà le rattraper. Alors, Paul Bougny, on va parler de la santé des PME dans un instant. Est-ce que d'un point de vue très conjoncturel, là, cette espèce de bond de la consommation, vous le voyez, vous le ressentez, vous le comprenez, peut-être dans vos contacts quotidiens avec les chefs d'entreprise, ce mois de mai à plus 10, là, ce joli mois de mai, cet autre joli mois de mai. Alors, joli mois de mai, joli mois de juin, on espère tous un très joli été. Avant tout, tout naturellement, on est heureux de pouvoir retourner sur des terrasses de café, de rentrer dans des magasins sans devoir faire la queue, se laver les mains 5 minutes, pouvoir toucher des objets et consommer normalement comme on avait l'habitude de le faire avant la crise sanitaire. Donc on retrouve des réflexes qui créent de la joie. Et la joie, c'est de la consommation supplémentaire et on a coutume de dire nos achats sont nos emplois. Donc si on fait le lien avec la vie économique, tout naturellement, un sursaut de consommation ou un retour à des niveaux de consommation normaux, on peut penser que ce sont des PME, des ETI qui vont écouler leur stock, qui vont pouvoir vendre plus naturellement, et puis des fournisseurs de ces entreprises qui vont pouvoir à nouveau travailler. Et nous, tout naturellement, en tant que banquier d'affaires, on se réjouit que l'argent circule, que la vie reprenne et que ça pèse favorablement sur le moral des dirigeants. Voilà, et puis précisons que c'est le coup d'envoi à la période des soldes d'été également, il y a concomitance, donc on verra si effectivement il fallait ou pas. Il y a toujours une polémique en France sur la date des soldes, maintenant il y a toujours Amazon qui démarre une semaine avant les autres, ça ne plaît pas au commerce traditionnel, bref, est-ce qu'il faut encore des dates officielles rigoureuses publiées au journal officiel des soldes, et sinon le reste du temps on n'a pas le droit, bref c'est peut-être un petit peu archaïque, mais c'est un autre sujet. En tout cas, les soldes démarrent alors qu'effectivement on constate un moment favorable à ces périodes de consommation, de joie, vous le disiez, pourvu que ça dure. Tout de suite, c'est notre premier sujet de débat un petit peu plus profond ensemble, tous les trois, ce soir, autour de l'état de santé des PME dans notre pays.
Comment les PME sortent-elles de la crise? Voilà, c'est le thème assez général hein, sur lequel je voulais que nous revenions ce soir tous les trois autour de cette table. Deux, trois éléments de contexte rapidement. Ce matin, l'ancien membre de la BCE, Benoît Cœuré, je retenais le titre que le quotidien Les Échos a donné à son interview. Il faut probablement se préparer à soutenir les économies longtemps. Alors, compte tenu de son profil, il parlait surtout de politique monétaire, mais c'est le longtemps qui m'a intéressé dans la phrase ressortie par Les Échos. Sous-entendu, voilà, on n'est quand même pas prêt de retrouver une espèce de moteur autonome pour les économies en général avant longtemps. Donc, dit-il, voilà, ça met la puce à l'oreille. Si on s'intéresse à la situation des entreprises, on le sait, on l'a vu avec leurs résultats, et puis toutes les études le montrent que les très grosses entreprises, on va résumer ça au CAC 40 en France, se porte comme un charme, se porte très bien, même mieux que jamais. On a complètement oublié cette crise sanitaire et économique que l'on connaît depuis 18 mois. Mais aussi, souvenons-nous, il y a quelques jours, il y a 3 semaines, au début du mois, une étude de l'Ordre des experts comptables qui nous disait que les PME aussi, elles avaient des bénéfices records. En 2020, les titres de l'usine Nouvelle, à l'époque, les TPE et PME françaises ont réussi à tirer des bénéfices pendant la crise. Voilà, c'est une bonne surprise. Bah oui, c'était une bonne surprise. Les bénéfices ont augmenté, voilà, malgré la crise sanitaire. Et le chapeau du papier nous disait que l'Ordre des experts comptables insistait sur la question de l'endettement pour mener à bien la relance. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé, à part le déficit de l'État, qui lui a effectivement un petit peu souffert compte tenu de la situation. Les individus, le pouvoir d'achat a augmenté. Les entreprises du CAC 40, leur santé financière est meilleure que jamais. Et même les PME, soi-disant, on imaginait avec des écarts significatifs entre les secteurs, mais se portent également mieux que jamais. Où est passée la crise, Gilbert? Et est-ce que vraiment les PME sortent, ou est-ce que c'est les moyennes qui mentent un peu, qui cachent des réalités, selon vous? On va regarder l'aspect un peu macroéconomique et puis ensuite on demandera à Paul, peut-être en étant encore plus près du terrain sur les entreprises, quelle est sa vision des choses. Elles s'en sortent comment, les PME? On est en juin, demain en juillet 2021, ça fera 16 mois de crise. Mais la situation, il y a un acteur dans la situation financière s'est sacrément dégradée, c'est bien sûr les administrations, l'État. Hein. C'est clair. Et on appellera pour le reste, pour les ménages, à part des publics ciblés, spécifiques, etc., qu'on a beaucoup de mal à cerner, d'ailleurs sur le plan statistique. Oui. Encore aujourd'hui, on en parlera, mais le chiffre du chomage, il est stable. Donc le chiffre du chômage, depuis 1 an, il ne nous dit rien sur la situation réelle du pays. Et l'augmentation, l'effet de la crise sur la pauvreté des ménages, vous voyez, est dur aujourd'hui à caractériser. On sait qu'il y a des ménages qui ont souffert, mais bon, c'est pas facile à caractériser. Et c'est pas des masses gigantesques de personnes. Vous voyez. Donc il y a des efforts très spécifiques, ciblés à déployer. Mais globalement, les ménages n'ont pas financièrement, au niveau macroéconomique, énormément souffert de la crise. Du côté des entreprises, on comparait juste avant l'émission l'image ou les craintes qu'on avait en avril 2020, alors même qu'on pensait que la Covid durerait simplement 3 mois. Oui. Et le regard qu'on a maintenant sur la situation financière des entreprises, rien à voir. C'est le jour et la nuit. Oui. Le jour et la nuit. Pour vous donner simplement, je ne vais pas donner un tas de chiffres, mais pour vous donner par exemple 1 ou 2 chiffres, sur les 5 trimestres, toute l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2021, l'endettement net des sociétés non financières a augmenté de 9 milliards. Sur la seule année 2019, il avait augmenté de 52 milliards. Vous voyez, 6 fois plus. L'endettement net, précision importante. Alors bien sûr, l'endettement brut a beaucoup augmenté. Avec les PGE, il y a quand même eu 130 milliards de PGE, quelque chose comme ça, d'euros. La trésorerie elle-même a beaucoup augmenté. Le cash qu'ont les entreprises a beaucoup augmenté. Et en net, finalement, leur situation financière ne s'est pas détériorée d'une façon massive, loin de là. Bien sûr, il y a de la diversité derrière ce chiffre macroéconomique, et vous êtes plus au contact des entreprises pour en parler que je peux l'être. Mais vous voyez, globalement en tout cas, les entreprises ont une situation financière qui n'est pas alarmante. Il faut être attentif aux entreprises quelques entreprises, moins de 10%, qui connaîtraient à la fois une augmentation de leur endettement, une baisse de leur trésorerie, et parmi lesquelles il peut y avoir des entreprises
structurellement performante, dont il s'agit d'éviter évidemment la disparition, mais globalement, la situation est bonne pour les entreprises. Et d'ailleurs, les réponses que les entreprises font à toutes les enquêtes de trésorerie de la Banque de France, comme de l'INSEE, c'est que leur situation de trésorerie est très satisfaisante, très largement supérieure à la moyenne de long terme. On touche à des maximums historiques, sauf dans quelques activités très spécifiques, évidemment, hôtel, café, restaurant, événementiel, etc., tourisme, mais on pense qu'avec la levée des dernières contraintes sur la période actuelle, et puis le tourisme Made in France a l'air d'avoir la banane aussi. Donc, vous voyez, encore une fois, on est dans une situation où on se dit, tout est là pour que le rebond soit fort, nous surprenne tous, comme il nous avait surpris au troisième trimestre de l'année 2020. Je reste avec vous encore un tout petit instant avant de passer la parole à Paul. Vous faisiez le comparatif avec le sentiment général, le jugement, les anticipations d'il y a un an. Vous parliez d'avril 2020, on pensait que la crise allait durer 3 mois, et on avait des craintes beaucoup plus fortes sur ces conséquences. Est-ce que c'est parce qu'on n'imaginait pas que le soutien de l'État, en termes d'ampleur, aille jusque-là? C'est ça la différence entre avril 2020 et juin 2021, alors que la crise, elle a été plus longue, elle a été massive en termes de PIB. Vous disiez, vous parliez du rebond de plus 18, mais enfin globalement, on a quand même fait quoi? Moins 9 et quelques, hein, voilà, oui. Pardon, moins 8. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un an, on pensait qu'on allait dans le mur, que le nombre d'entreprises allant dans le mur allait être significatif? On imaginait une hausse importante du taux de chômage. On disait, on n'a rien vu, ça va venir, la hausse du taux de chômage, elle arrive toujours pas. On a encore les chiffres du chômage, il est stable, à 8,1%, 8,3% au sens du BIT. Mais alors, on sait que ça cache des réalités. Mais en attendant, voilà, on a cette stabilité tout à fait étonnante. Qu'est-ce qui fait que les entreprises sortent indemnes de cette crise? Il faut reconnaître encore une fois, du point de vue de l'économiste, et après on aura le témoignage du banquier d'affaires. En France, mais comme dans beaucoup d'autres pays, ont été capables d'inventer, je dis bien inventer, parce que c'était des dispositifs qui n'existaient pas auparavant, d'inventer des dispositifs de soutien massif, mais qui ont une ampleur absolument incroyable. Et on n'imaginait pas qu'en quelques semaines, on serait capable de mettre ça sur la table, en France comme dans beaucoup d'autres pays. Pour vous donner un chiffre encore sur les entreprises, vous voyez, une semaine habituelle avant la Covid, il y avait 1000 défaillances en France. Depuis le début de la Covid, on en est à 600, c'est-à-dire moins 40%. Beaucoup de gens disaient, dès qu'on va retirer l'échelle, les soutiens, il va y avoir un raz-de-marée. Une explosion des faillites, et en fait, stock de défaillances on avéré. Tant mieux, hein, mais... Et puis non, pas du tout. Les entreprises ont du cash. Les entreprises ont une trésorerie. Vous voyez, je dirais de l'inquiétude, elle est presque inverse maintenant, avec deux types d'inquiétudes. D'une part, qu'il y ait des entreprises qui ne soient pas des entreprises vaillantes, qui restent en vie durablement, qui captent des facteurs de production, qui captent les fameux zombies, qui ralentissent un petit peu la croissance. Et puis on voit que beaucoup d'entreprises, on en reparlera peut-être après, beaucoup d'entreprises nous signalent des difficultés de recrutement. Oui, on l'évoquera tout à l'heure. Des difficultés de recrutement. Vous voyez, on a peur que l'ampleur du rebond soit bridée par ça. Ça ne sera pas la situation financière des entreprises qui bridera le rebond, c'est plutôt des facteurs de ce type-là. Alors Paul Bougnou, je m'adresse maintenant précisément aux praticiens du financement des entreprises. Votre métier, c'est banquier d'affaires spécialisé notamment dans les PME. Cette espèce de situation où tout va bien, enfin en tout cas macroéconomiquement tout va bien. On rappelait encore les chiffres de l'ordre des experts comptables qui nous disaient début juin que finalement, même en 2020, il y a une progression des bénéfices en moyenne. C'est quelque chose que vous voyez au quotidien. On peut vraiment dire, après 18 mois de crise historique, que les PME françaises se portent, à part peut-être un ou deux secteurs, l'événementiel, le courrier, le tourisme et peut-être la restauration, se portent comme un charme? Alors, la réponse est oui. La réponse à votre question, Guillaume. Avant tout, notre compréhension, c'est nous traversons une crise sanitaire. On ne parle pas de crise économique ou de crise on avait financière. Cru qu'elle s'était transformée en crise économique, mais en fait, quasiment tous les jours, on se dit que non, finalement, c'était quand même une crise sanitaire, et sinon une crise des finances publiques à l'occasion.
Alors, au mois de mars, on l'a senti venir. Au mois de février, il y avait déjà des inquiétudes qui naissaient, parce que beaucoup de chefs d'entreprise sont connectés à l'international. On sentait qu'il y avait des inquiétudes. Et puis, quand il y a eu ce confinement brutal, massif, en mars 2020, d'un seul coup, on a été tous tétanisés. On a été tous très inquiets pour nos entreprises. Je suis un entrepreneur, nos clients sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des actionnaires, des investisseurs, tout s'est arrêté. Première étape, donc l'inquiétude très forte, où on ne savait pas très bien si c'était une crise sanitaire, une crise économique, une crise financière, on était tous dans le noir. L'État, et le gouvernement en particulier, a rallumé la lumière, mise en place du PGE. Immédiatement, on a aidé nos clients. Toutes les opérations financières étaient suspendues. Les investisseurs étaient concentrés sur leurs investissements, leur portefeuille. Les banquiers étaient tous concentrés sur la mise en place des PGE. Plus d'opérations financières. Le gouvernement a rallumé la lumière en injectant massivement, aujourd'hui presque 140 milliards d'euros, dans les entreprises des sommes considérables. 700 000 entreprises ont reçu de l'argent. Presque... Pour l'essentiel, les PGE. Oui. Alors, 134 milliards, 140 milliards de PGE, essentiellement à destination plus de 100 milliards sur les PME et les TPE. Donc on a revitalisé et on a permis aux entreprises de traverser avec un peu plus de sérénité parce que la trésorerie permettait de faire les fins de mois. Et puis progressivement, on est sorti au mois de mai, on est un peu sorti du confinement, au mois de juin, le business est reparti et depuis, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien. Les trésoreries sont en meilleure situation, l'emploi n'a pas été abîmé. Bien sûr, il y a des situations qui peuvent être difficiles ponctuellement, mais statistiquement, la situation est bien meilleure. Et nous, on le voit quotidiennement. Depuis le mois de juin 2020, l'activité est très forte. Les fonds d'investissement de private equity... L'activité est la vôtre, d'opérations financières, quand vous dites l'activité très forte. Avant tout nos clients, oui, et par rebond notre activité. Mais ce qui est particulièrement important, c'est la vie des PME et puis le moral des chefs d'entreprise. Les dirigeants sont en forme. Cette période de tétanisation leur a fait se poser des questions. Un chef d'entreprise, par définition, il a déjà vécu des crises, il a surmonté des crises, que ce soit des crises au niveau de son entreprise, que ce soit des crises générales au niveau international, économique. Donc un chef d'entreprise, il sait surmonter les crises. Mais là, le fait de se retrouver aussi durement plongé dans le noir fait que beaucoup se sont posés des questions en se disant qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais en tant que dirigeant ? Qu'est-ce que je fais en tant qu'actionnaire ? Parce que très souvent, les dirigeants sont associés ou sont les propriétaires de leur entreprise. Donc ils se sont posés ces questions-là. Et puis, depuis le mois de mai, depuis le mois de juin, on s'aperçoit qu'il y a des prises de décision. Traditionnellement, un chef d'entreprise, il se questionne, et on le sait, en tant que banquier d'affaires, il a son agenda personnel, il y a des départs à la retraite, il y a des éléments extérieurs qui font que on souhaite céder son entreprise. Ou bien, il y a des motivations pour développer, avec du financement, accélérer la croissance de l'entreprise. Acquérir d'autres entreprises. Là, d'un seul coup, il y a eu beaucoup plus de questions, beaucoup plus de dirigeants qui se sont questionnés profondément. Et depuis un an... Donc ça, il y a un lien pour vous avec la crise sanitaire. Clairement. Cette espèce de multiplication des prises de conscience. Accélération des questionnements. Des questionnements. Et on s'aperçoit qu'on est vraiment aux côtés des dirigeants pour les aider à mettre de la lumière, à avoir un éclairage sur ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que leur société est dans une bonne situation ? Quel est le marché dans lequel leur société intervient ou les marchés dans lesquels leur société intervient ? Et on leur donne un éclairage pour les aider à créer des perspectives. On n'a jamais eu autant de questionnements. Mais en même temps, il y a une aubaine formidable. Il n'y a jamais eu autant de cash. Les fonds de private equity ont eu des levées de fonds records. Or, les fonds de private equity sont des acteurs clés pour la transmission des entreprises ou le financement du développement des entreprises. Fonds considérables déployés par les fonds d'investissement. Les banquiers prêtent énormément. Il y a beaucoup de cash dans les banques. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, les entreprises du CAC 40 ont eu des résultats formidables, ont beaucoup de trésorerie, ont souvent actionné les PGE également à leur niveau. Donc, les grands acheteurs, les corporates, sont très acheteurs de PME et de TI. Et du coup, on a un marché qui est très animé. Donc, d'un côté, un questionnement, et puis de l'autre côté, un effet d'aubaine. Donc, oui, l'activité de banquiers d'affaires est très dynamique, mais c'est parce que le moral des dirigeants est bon et que certains dirigeants se posent des questions et ont besoin d'être accompagnés. Alors, pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait un acquéreur, puis il faut qu'il y ait une cible. Du côté des cibles, Paul, il n'y a quand même pas des situations d'entreprises qui sont, qui peuvent plus respirer, qui sont acculées à se vendre parce que une sorte de
de difficultés économiques, ou alors parce qu'elles sont incapables de rembourser leur PGE, que sais-je. Il n'y a quand même pas un impact de cette crise dans un certain nombre de PME. Alors, les cibles, c'est pas que des gens qui se posent des questions d'aller passer la retraite au soleil, ici. Alors, il y avait déjà un avant-crise, une période avant la crise. Ouais. Donc, il y a des entreprises qui sont arrivées en difficulté avant la crise. On le voit avec des grands groupes de distribution, par exemple, qui étaient fragilisés avant la crise, qui n'ont pas eu accès au PGE, et puis qui ont été martyrisés par cette période, avec des magasins fermés, pas toujours l'accès à des financements. Donc, oui, il y a eu des situations très difficiles, avec de l'emploi, pour des investisseurs, et ça, c'est terrible. Mais, comme Gilbert le disait, il y a moins d'entreprises défaillantes aujourd'hui qu'il y en a eu statistiquement ces dernières années. Oui. Donc, pour reprendre votre expression, beaucoup moins d'entreprises prises à la gorge, et puis des dirigeants, que ce soit lorsque ils dirigent des cibles, ou bien des acquéreurs, qui sont finalement assez sereins et qui sont sur des multiples très élevés. Traditionnellement, sur les opérations financières, et nous, en tant que banquier d'affaires, on est au cœur de ces opérations, on a l'habitude, le thermomètre, c'est le multiple d'EBITDA. On a battu les records de valorisation des entreprises sur les multiples d'EBITDA. Ça, c'est plus parce qu'il y a beaucoup d'argent du côté des acquéreurs que parce que la santé est plus florissante que jamais, non ? Santé des cibles, pardon. Les EBITDA sont bons. Oui. On a même dans notre métier les EBITDAC, les EBITDA retraités comme s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc il y a des choses formidables qui permettent de bien valoriser les entreprises. Mais on neutralise la crise économique, du coup, tout va bien. Absolument. Et au final, beaucoup de transactions, beaucoup d'argent, peu d'entreprises en souffrance. Des PGE qui n'ont pas à être remboursés. Le délai de remboursement a été rallongé d'1 an, je vous rappelle. certaines PME devraient commencer à rembourser. Mais ça avait été rallongé précisément parce qu'on croyait qu'ils auraient du mal à rembourser. Donc manifestement, c'est juste une précaution inutile. C'est une précaution qui a été prise en son temps par le gouvernement. Je pense que tout le monde s'en réjouit aujourd'hui. Et ça permet d'avoir des trésoreries florissantes. Et la trésorerie nette est bonne, puisqu'on raisonne en trésorerie nette traditionnellement. Et la situation est bonne. La trésorerie nette est bonne parce qu'en fait, les PGE, ils ont été souscrits, et puis l'argent est resté sur le... Il y a le cash d'un côté. Voilà, on ne l'a pas dépensé, quoi, globalement, à part... Alors, on a beaucoup d'entreprises qui investissent également pour la croissance, pour le développement. Les fonds d'investissement sont là pour prendre des participations minoritaires, pour accompagner des dirigeants qui ont des projets, qui se disent que cette crise a créé des opportunités. Et puis, les banques sont là également pour financer des outils industriels, pour permettre, on en parle beaucoup pour l'instant, de relocaliser, de réindustrialiser. Et ce sont les socles de l'emploi dans nos territoires. Tous les acteurs sont là. Donc, il y a à la fois des projets de développement, qui sont sûrement accélérés parce que la trésorerie est bonne, et puis des opérations de transmission d'entreprise qui se font. Mais heureusement, lorsqu'une entreprise se transmet, c'est l'emploi qui est sauvegardé, avec souvent un nouvel entrepreneur ou un management qui reprend la direction, des moyens financiers qui arrivent avec des projets, et tout naturellement, ce sont des éléments positifs pour l'économie. Gilbert, avant de revenir sur le sujet de l'emploi que vous suggériez tout à l'heure, je le disais en forme de boutade, mais il y a eu une crise économique finalement, ou il y a juste eu une crise des finances publiques ? Écoutez, juste une crise des finances publiques, c'est surtout... Qui est colossale, mais ce que je veux dire, c'est que... Je veux dire, quand la dette publique augmente de 20 points de PIB, c'est phénoménal. Surtout pour un pays comme la France, qui partait d'une situation déjà largement endettée pour les administrations publiques. Passer de 100 points de PIB de dette à 117 points de PIB de dette, vous voyez, c'est, en un peu plus d'un an, c'est quelque chose d'énorme. Ça devrait être remboursé, ça devrait être payé. Donc on a alourdi la dette publique de 17 points de PIB. Le PIB, lui, a baissé de 8 points. 8 points. Et puis par rapport à la trajectoire qu'il aurait eu, disons, on a perdu 12-15 points en quelque sorte. Vous voyez que la dette publique augmentait plus que les pertes de PIB. L'action de l'État a été forte, déterminée, quasiment généreuse, au-delà de ce qui aurait été nécessaire. Et en France, comme dans les autres pays, parce qu'il a fallu faire vite pour éviter que le château s'effondre complètement. En France, comme ailleurs, c'est facile maintenant
de critiquer avec le recul qu'on peut avoir, mais il faut féliciter les pouvoirs publics, tant en France qu'à l'étranger, d'avoir pu dégainer des dispositifs totalement nouveaux, qui étaient dans aucune tête, dans un contexte voyez, de travail, d'ailleurs, pour les personnes qui ont travaillé là-dessus, contexte de travail qui était complètement balayé, détruit par les risques sanitaires. Non, c'est une crise grave. Il y a eu l'action des pouvoirs publics, forte, déterminée. On n'est pas, si vous voulez, dans le contexte des crises financières qu'on a pu connaître, par exemple, à la fin de l'année 2008, l'année 2009. Pourquoi ? Parce que la crise financière 2008-2009 peut se lire comme la correction d'une croissance qui n'était pas soutenable. Vous voyez, la croissance, surtout aux États-Unis ou en Espagne, mais aussi à moindre échelle dans des pays comme les autres pays européens, n'était pas durablement soutenable, basée sur un crédit qui croissait à une allure considérable. Bon, c'était une correction de cette croissance. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte de crise. On est dans une crise dont le facteur vient du ciel, en quelque sorte. Et vous voyez, je vais même positiver les choses pour mettre une touche d'optimisme. Je dirais que cette crise et le contexte de cette crise a peut-être accéléré des mutations qui seront porteuses de croissance. Je pense bien sûr à tout ce qui est numérisation de l'économie, dont on voit chacun des éléments dans notre vie quotidienne, par le télétravail et autres. Mais les entreprises, vous pourrez sans doute en témoigner, se sont équipées, mais à une allure accélérée dans le domaine du numérique, dans le contexte actuel. Et ça, c'est des facteurs de croissance de la productivité, qui peuvent être absolument considérables. Vous voyez, donc, moi, je serais optimiste. Avec donc le bémol que vous suggériez tout à l'heure de goulot d'étranglement au niveau de la manœuvre, au niveau du marché de l'emploi, dont on commence à parler et qu'on peut comprendre, comme ça intuitivement, peut-être dans le secteur de la restauration où les métiers sont durs, etc. Mais que personnellement, au niveau macroéconomique, à partir du moment où effectivement on dit que tout va bien, pourquoi ce nouveau goulot d'étranglement sur le marché de l'emploi, selon vous ? Si vous voulez que des pays comme les Pays-Bas se heurtent à des goulots de main-d'œuvre qui sont à 4% de taux de chômage, on se dit, bon, ça peut se comprendre. Quoi. Un pays comme la France, qui est à un taux de chômage double de celui des Pays-Bas, c'est plus dur à comprendre. Et quand on regarde de près ces goulots de main-d'œuvre, on voit qu'il y a des goulots de main-d'œuvre dans certains segments de main-d'œuvre qualifiés. Pas d'ailleurs les mêmes goulots de main-d'œuvre que ceux qu'on connaissait avant crise. Maintenant, je dirais le chaudronnier, le soudeur dans l'industrie navale qui manquait juste avant la crise, il manque un petit peu moins parce que l'industrie navale est un peu affaiblie par cette crise. Ça, c'est clair. Mais par contre, massivement, quel est le manque ? C'est des manques de main-d'œuvre pour des emplois peu qualifiés dans la construction, dans le soin à la personne, dans les hôtels, cafés, restaurants. C'est là les gros bataillons pour des emplois assez peu payés. Et là, on se dit qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'attractivité de ces boulots. Et cette réflexion à avoir sur l'attractivité des boulots, c'est d'abord les partenaires sociaux, les branches, au niveau des branches, qui doivent avoir. On se tourne, maintenant, on a pris l'habitude de se tourner vers les pouvoirs publics, vers l'État, en disant « Ah, ça va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Mais non, là, c'est d'abord... les partenaires sociaux avant. Là, c'est d'abord les partenaires sociaux qui, dans le contexte de la négociation de conventions collectives, doivent se dire comment on rend les boulots plus attractifs. Et c'est pas qu'un problème de salaire. C'est aussi un problème de pénibilité, de conditions de travail, de perspective. D'image. Parce que dire à un jeune, d'image, parfois. Parce que dire à un jeune, tu vas commencer à travailler avec un faible salaire pour un travail ingrat, et puis on ne va pas parler perspective. Tu restes dans le boulot aussi longtemps que tu peux. Ça ne peut pas faire envie. Ça ne fait pas envie. Et donc il y a des gens qui fuient ce genre de travail. Et puis du côté des pouvoirs publics, il y a aussi une réflexion à avoir sur, bien sûr, la distance entre les minima sociaux, parfois, et les revenus de l'activité. Distance qui peut être assez faible, trop faible pour des boulots ingrats. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Donc vous voyez, je dirais que tout le monde doit se mobiliser pour ce problème de goulot de main-d'œuvre. En tout cas, ce ne soit pas un frein majeur à la croissance sur la fin de l'année, puis sur l'année 2022. Paul, ce sujet de question de la manœuvre comme une éventuelle menace à la poursuite du rebond, à l'amplification du redémarrage, de la croissance. Vous le percevez auprès de vos clients au quotidien, dans vos relations avec les patrons de PME? C'est quelque chose qui est présent dans leur discours? Alors, pour les dirigeants des ETI et des PME, le sujet de l'emploi et des RH a toujours été clé.
il y a toujours eu la recherche des meilleurs managers, des meilleurs employés, et simplement, il y a des périodes de tension, il y a des périodes un peu plus souples. On rentre dans une période de tension vraisemblablement, mais on fait confiance aux dirigeants pour trouver les solutions, avec peut-être un peu plus de flexibilité, peut-être de l'automatisation, peut-être des solutions, des achats d'entreprise pour trouver des emplois que certaines entreprises n'arrivent pas à trouver à pourvoir en interne. Ah oui, on peut racheter des entreprises pour sa main-d'œuvre. Tout à fait. Oui. Il y a plein de motivations différentes qui peuvent justifier. Ça peut être de la mutualisation de coûts, comme à laquelle on pense un peu spontanément. Ça peut être avoir des nouveaux clients, mais ça peut être également mettre la main de manière amicale, par acquisition, sur des savoir-faire, sur des main-d'œuvre, des outils de production. Ensuite, on mutualise. Les ressorts sont très nombreux et on le voit. Donc, c'est aussi une façon d'accélérer des projets. Lorsqu'il y a des périodes de tension, il en sort quelque chose de positif, et je pense que un petit peu comme les terrasses qui réouvrent et où il y a à nouveau de l'activité, les magasins qui réouvrent, les entreprises, les entrepreneurs s'ouvrent à de nouveaux sujets et ça crée de nouvelles opérations financières. Un tour dernier mot, récemment, pour clore ce bulletin de santé des PME, globalement positif, optimiste, avec de la visibilité. Si on met de côté le risque sanitaire, évidemment, personne n'en sait rien, mais si on l'isole, comme vous faites dans les bidas, est-ce que cette espèce de sentiment plutôt optimiste de vos clients, des patrons de PME, etc., globalement, il s'inscrit dans une espèce de logique à moyen terme, ou c'est vraiment quelque chose de ponctuel, en contraste avec la période passée? Alors, en tant qu'expert du small et du mid-cap, on n'oublie pas qu'un dirigeant, la première chose qu'il fait le matin, c'est de regarder sa trésorerie. Ouais. Donc, c'est déjà cash is king, et c'est déjà une vision importante, parce que la trésorerie, c'est le carburant du moteur. Ça permet de dormir la nuit pour un patron de PME. Ça permet de dormir la nuit, et puis ça permet de se projeter. Bien entendu, un dirigeant, pour construire et pour avoir des projets, il a besoin de stabilité. Et aujourd'hui, cette trésorerie, les messages qui sont envoyés, et puis la bonne perspective qu'on a de la situation économique. On met de côté, bien sûr, la dette publique. Mais la bonne situation des entreprises fait qu'aujourd'hui, on a un contexte qui est suffisamment stable pour permettre aux entrepreneurs, mais également aux investisseurs, aux banquiers prêteurs, de se projeter. D'accord, donc et de regarder dans quelle perspective ils peuvent se sauf si demain, c'est pour ça que vous parliez du risque fiscal, sauf si demain, effectivement, chacun se met à imaginer qu'il puisse y avoir des hausses d'impôts, soit pour les ménages, soit pour les entreprises. Mais officiellement, aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour du tout. Ça a été mais en même temps, on a une élection l'année prochaine, il peut se passer beaucoup de choses après ça. C'est important de le dire, parce qu'il ne faut surtout pas inquiéter les ménages. Je dis ça en France, d'ailleurs, comme dans d'autres pays. Ça a été écarté, parce que justement, il faut sécuriser les agents, que ce soit les entreprises ou les ménages. Les pouvoirs publics en France, et le ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a dit et répété, mais c'est aussi le cas des pays qui nous environnent. Il n'y aura pas d'impôt Covid, parce que sinon on brise l'un des ressorts de la croissance. Les dirigeants ont besoin de stabilité. Ben oui. Et l'impôt et les prélèvements sociaux sont des éléments de stabilité forts. On marque une courte pause. Restez avec nous. Dans un instant, on échangera sur l'opportunité de cette arlésienne de la réforme des retraites. Retour dans l'été Smart. Merci de rester avec nous jusqu'au bout de l'émission. On va évoquer aujourd'hui l'opportunité économique, politique de relancer peut-être à court terme la réforme des retraites qui avait été mise entre parenthèses au début de l'année 2020, compte tenu du contexte de crise sanitaire, j'allais dire sanitaire économique, mais de fait on a vu que c'était surtout une crise sanitaire de plus en plus au fur et à mesure qu'on voit que les chiffres économiques sont très bons ou restent très bons. On sait que le chef de l'État a fait dire qu'il pourrait remettre le chantier sur la table sans attendre son éventuelle élection, en tout cas sans attendre l'élection présidentielle de l'année 2020. C'est pas forcément du goût des syndicats, on l'imagine, mais également du patronat. Retraite de points, front uni, regardez ce papier du Figaro, front uni des syndicats et du patronat. Je le disais, les syndicats, ça surprend personne. Du côté du MEDEF,
le principe est plutôt soutenu, mais l'organisation patronale, elle aussi, en tout cas, préférerait attendre l'après-présidentielle pour mettre en œuvre ce projet. C'est ce que nous dit ce papier du Figaro. On évoquait la confiance avant la pause dans le besoin des chefs d'entreprise, on évoquait la confiance sur les perspectives fiscales. Le journal L'Opinion, sa journaliste nous dit, voilà, rappelle que fin 2019, les incertitudes et les grèves liées au projet de réforme à l'époque, donc on est avant la crise sanitaire, avaient plomber le moral des ménages, la consommation qui se porte très bien aujourd'hui, c'est ce que je viens d'évoquer dans la première partie de l'émission. L'économiste, au-delà du bien fondé de la réforme, d'une réforme des retraites sur le fond, simple ou compliqué, la version précédente du projet était plutôt compliquée. Là, on parle de quelque chose de très simple, boum, relever l'âge de la retraite à l'âge de départ à la retraite à 64 ans. L'opportunité politique par rapport à ce contexte économique de prendre le risque de plomber cette espèce de reprise forte. Quel est votre sentiment à vous, Gilles Berset, sur cette... Je crois que la comparaison ne peut pas être faite avec ce qui s'est passé il y a 18 mois. Elle ne peut pas être faite pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il était question d'une réforme systémique. Systémique, on passait un système à points, auquel une grande partie... Il y avait du systémique, et puis Édouard Philippe avait rajouté du paramétrique. Auquel une grande partie de la population ne comprenait rien. On se disait, mais pour les enseignants, qu'est-ce qui va se passer pour des catégories quand même de population qui n'étaient pas marginales, on parle d'1 million de personnes. Pour les agents de la fonction publique, c'était pas tout à fait clair. Bon, donc une réforme massive, systémique, auquel les gens ne comprenaient pas grand-chose, c'était anxiogène, et quand c'est anxiogène, ça provoque un mouvement de refus, d'opposition, les gens se disent, il y a un loup dans cette affaire. Là, ce qui est envisagé, en tout cas ce qui est évoqué, je ne sais pas si c'est envisagé, ce qui est évoqué, c'est une réforme facile à comprendre, purement paramétrique, qui ne fait... Plus 2 ans pour tout le monde, voilà. 62, 64. En quelques années, savoir si on fait un semestre par an ou un trimestre par an, comme on l'a fait dans le passé, qui ne fait que rapprocher la France de ce qui existe, mais dans la quasi-totalité des pays qui nous entourent. Le Portugal est à 67 ans, l'Allemagne... Je veux dire, tous les pays, un par un, auxquels on peut se comparer, prennent le problème de façon différente. Et on voit que toute autre approche de la chose est totalement démagogique. On est dans un domaine où les sommes sont faramineuses, plus de 300 milliards quand on parle des retraites. On parle de 300 milliards d'euros par an. C'est-à-dire tout dérapage financier, c'est tout de suite des sommes absolument considérables qui sont en jeu. Alors quand certains disent il faut rétablir l'ISF, ce qui serait absurde dans l'absolu, mais je veux dire, on est dans les ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. On parle de 2,5 milliards d'un côté, et on parle de dérapage financier, mais d'une ampleur absolument phénoménale de l'autre. Vous voyez, c'est totalement démagogique d'envisager autre chose. Quel que soit le gouvernement élu, enfin quelle que soit la majorité élue au terme des élections, de toute façon, il faudra passer par ce type de mesures. Alors maintenant, est-ce qu'il faut l'envisager maintenant ou pas ? Moi, je dirais qu'il est peut-être sécurisant. Vous voyez, on peut dire les choses d'une façon ou d'une autre. On peut dire, si c'est quelque chose de simple qui est annoncé, vraiment purement paramétrique, de compréhensible par tout le monde, avec un effort partagé par tout le monde, et étalé dans le temps, eh bien, au contraire, ça peut rassurer. On peut se dire la soutenabilité des finances publiques est assurée par des pouvoirs publics responsables. Et donc, on a cette visibilité de responsabilité. Au contraire, ça peut être très rassurant. Par contre, une chose est claire, c'est que si des annonces étaient faites, il faut qu'elles soient vraiment compréhensibles par le grand public, que leur finalité soit apparente, c'est-à-dire la soutenabilité de notre système de retraite, que le gain qu'on va en tirer soit évident, que l'effort soit partagé par tout le monde, vous voyez, et bien sûr étalé dans le temps, même si l'annonce se faisait, ce qui est parfois évoqué, avant les élections. Mais moi, j'y verrais plutôt, vous voyez, un discours de responsabilité, et avec une possible grande acceptabilité de l'opinion publique. Plutôt de nature à rassurer plutôt que de nature à générer de l'anxiété, selon vous. Parce que vous êtes peut-être des pouvoirs publics qui restent aux commandes. Un homme raisonnable. Il y a des pouvoirs publics qui restent aux commandes d'une maison qui, sinon, va être dans une situation non soutenable. La crise Covid, c'est plus 17 points de PIB de dette. Oui, on y revient. Est-ce qu'il faut ajouter un déséquilibre des retraites qui, tout de suite, touche des sommes considérables? Vous voyez, 1% de non assurés, c'est tout de suite, sur les dépenses de retraite, c'est tout de suite 3 milliards.
Je veux dire, c'est des sommes énormes. Ouais. Donc, il faut impérativement, en tout cas, sécuriser sur ce plan-là et sur la soutenabilité de notre système de retraite. Et ça peut faciliter, ça peut contribuer à débloquer la consommation des ménages, ce discours. Ouais, alors, vous voyez le côté vertueux, absolument. Justement, de votre regard à vous, le côté vertueux vers à moitié plein, y compris à court terme, parce que ça montre qu'effectivement, il y a une soutenabilité, pour reprendre l'expression de Gilbert, de notre trajectoire de finances publiques, ou possiblement une réforme qui serait génératrice d'anxiété et qui serait susceptible de casser cette espèce de rebond dont on a largement parlé à la première partie de l'émission. Selon vous, Paul, qu'est-ce qu'il emporte dans la... Alors, nous, ce qu'on voit en échangeant avec les dirigeants et ce qu'on ressent, alors tous les sujets que vous avez évoqués, tout est sur la table, en effet. La première chose, c'est que les entreprises, même les entreprises, les PME en région, sont très exposées à un environnement international. C'est un sujet de compétitivité. Or, si on ne traite pas la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs compétiteurs internationaux, on va dans le mur. La compétitivité, c'est l'emploi, la richesse des régions, la revitalisation, c'est les collectes d'impôts, hein, ce sont les prélèvements sociaux. Vous le sujet, le niveau des cotisations, quoi. Hein, le niveau des cotisations, quoi qu'il en soit, de toute façon, les sujets de retraite sont des sujets pour les entreprises. Qui paye les retraites? Les entreprises. Donc il faut bien qu'à un moment, on n'amasse pas des déficits et que le sujet ne soit pas porté et vienne obérer la rentabilité des entreprises, en particulier pour ces sujets de compétitivité internationale et d'emploi dans des entreprises et de revitalisation des régions. Donc c'est un vrai sujet au quotidien pour les dirigeants de PME, les dirigeants de TI. La réforme, elle va devoir être faite. On ne peut pas avoir un raccourcissement du temps de travail, un raccourcissement des durées de cotisation, une augmentation des retraites. Enfin, ça ne marche pas, comptablement. Et la durée de vie, hein, au passage, qui est quand même l'élément fondamental. Fort heureusement, dans un contexte de durée de vie, ce qui est merveilleux. Mais ce sont des équations qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, la réforme doit être engagée pour que les entreprises conservent cette compétitivité. En revanche, politiquement, je n'ai pas d'opinion. Ce que je sais, et on en a parlé tout à l'heure... Citoyen, par rapport au fait de faire une réforme avant l'élection ou après. Alors, encore une fois, c'était plus ou moins au programme de 2017, hein, donc il n'y a pas tromperie sur la marchandise, mais il s'est passé des trucs depuis. On a vu ce qu'on a traversé. Je trouve que la période a été fortement agitée. Faire une réforme avant, je ne suis pas sûr que ce soit un facteur formidable pour faire baisser les niveaux d'anxiété. On a une économie qui se porte bien, on en a parlé, on a une activité qui redémarre, il faut rester, à notre avis, il faut rester sur la vague. Et puis, laissons aux chefs d'entreprise la bonne gestion d'entreprise, ne changeons pas. On sait très bien que s'il y a une réforme qui est engagée, aussi simple soit-elle, aussi modérée soit-elle par rapport à ce qui avait été envisagé initialement et qui a participé à mettre beaucoup de gens dans la rue, quelle que soit la réforme, il y aura des blocages, il y aura des grèves. Et ce sera un peu casse-pied. Gilbert, que répondre à un autre sujet qui est de dire ça ne sert à rien de passer de 62 à 64 ans, sachant que l'âge moyen de départ, de quitter l'entreprise, y compris dans le privé, il est à 57-58, parce que dès qu'on peut, ce raisonnement, ce qui facialement est quand même effectivement... Non, ce raisonnement est absurde. Ce qu'on voit en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, hein, la France, c'est pas un îlot dans l'océan, c'est que les réformes de retraite qui ont été engagées sur les 3 dernières décennies ont eu un effet énorme, je dis bien énorme, sur le taux d'activité des personnes, des seniors, disons. Et en France, par exemple, quand on regarde les taux d'activité par tranche de 5 ans, on voit une chute, mais alors phénoménale, à 60 ans. C'est-à-dire 55-60 ans, on est tout à fait comparable aux autres pays. 60-65 ans, on est très très largement en dessous des autres pays comparables. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a cette perspective de retraite à 62 ans qui amène beaucoup de gens à décrocher. Un peu avant, et notamment les entreprises aussi, quand elles peuvent... Exactement. Quand on s'approche, effectivement, notamment tous les dispositifs de départ négociés, etc., sont plus faciles quand on approche de l'âge de la retraite. Juste si vous m'autorisez une nuance par rapport à ce que disait Paul. Quand vous dites c'est les entreprises qui payent les retraites, quand on demande à quelqu'un de travailler jusqu'à 63 ans ou 64 ans plutôt que 62, c'est quand même son travail aussi qui finance la retraite. avant tout, quand même. Et heureusement, et c'est tout à fait normal. Il y a eu un allongement de l'espérance de vie
il est clair que notre système de retraite, je veux dire la retraite à 60 ans qu'on avait avant et 62 ans maintenant, était incapable de financer, sauf à des taux de prélèvement prohibitif qui auraient pénalisé les entreprises et les ménages, auraient été incapables de financer cet allongement et cette augmentation des coûts. Donc il faut impérativement, évidemment, augmenter l'âge de départ à la retraite compte tenu de ce qui s'est passé sur l'espérance de vie, sur l'espérance de retraite des personnes. Et je ne sais pas si vous m'autorisez un petit mot d'humour. Je dirais qu'en France, dans le contexte qu'on a connu des grèves contre le projet de réforme des retraites en 2019, à la limite, on peut se dire très bien, bravo, et merci, Monsieur Martinez. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé a amené beaucoup d'entreprises à se dire « Ouh là là, il y a des conflits qui vont s'éterniser sur toute l'année 2020. Je parle de l'année 2019. On se disait, ça va s'éterniser. Équipons-nous tout de suite pour être capable de passer au télétravail. Et le choc des confinements a été sans doute mieux absorbé par des entreprises qui avaient commencé à penser le télétravail dans le contexte conflictuel de l'année 2019, jamais entendu que si les entreprises ne s'étaient pas du tout préparées au télétravail. Vous voyez, le télétravail, on a connu un rebondissement, une multiplication de la préoccupation du télétravail dans le contexte de l'année 2019 parce que beaucoup d'entreprises, parce que beaucoup de personnes se disaient... Il y a des grosses grèves dans les transports notamment, dans les déplacements, donc perturbant les déplacements des salariés. Absolument. Ouais. Vous voyez, c'est étonnant. Donc on ne va pas faire une statue à Martinez pour les mouvements de conflits sociaux qu'il a déclenchés en 2019. Mais vous voyez, on était plus préparés qu'on ne l'aurait été sinon, je dirais. Maintenant, oui, il y aura peut-être des conflits, mais les conflits seront d'autant plus faibles, encore une fois, que la réforme sera simple, lisible, compréhensible pour tout le monde, que la nécessité de cet effort sera comprise par tous et que cet effort sera partagé. Oui, mais là, on est déjà en été. Vous imaginez à la rentrée, 6 mois avant l'élection présidentielle, un changement qui concerne tous les Français ? De toute façon, il faudra le faire. Il n'y a jamais de moment parfait. Ouais. Il n'y a jamais de moment parfait. Vous voyez, il n'y a jamais de moment parfait pour dire aux gens, il va falloir faire un petit peu plus d'efforts pour financer quelque chose qui n'est pas soutenable. Dites-moi le moment parfait. Personne n'aime entendre ça à un quelconque moment. Par contre, je pense que le fait de se présenter de façon responsable en disant, quel que soit le contexte, eh bien, il y a des réalités. Voilà, il aurait peut-être fallu faire ces choix-là avant, mais maintenant, on est maintenant, et faisons-les maintenant plutôt que les retarder éternellement. Eh bien, je pense que si c'est bien expliqué, ça pourrait être compris. Allez, on en reste là et on imagine que ce feuilleton, il a déjà connu de nombreux épisodes. Ça ne va pas s'arrêter, on aura l'occasion d'en reparler. Et tout de suite, il nous reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais évoquer une ou deux sujets dans l'actualité, avec également des ramifications importantes, puisqu'on va parler du sujet du climat. Alors, bon, on pourrait en parler 2 heures, on va en parler 5 minutes. Ça résumera pas l'ensemble de la problématique, mais je voudrais vous interroger tous les deux sur un ou deux points à propos de ça. C'est tout de suite, c'est l'after. L'after, donc, je voudrais rapidement évoquer le sujet de la préparation au choc climatique avec quelques actualités. Aujourd'hui, par exemple, Renault a annoncé une accélération historique, entre guillemets, ce sont les propos de M. Desméaux, sur l'électrique. La marque veut être la plus verte du marché dès 2025 avec des véhicules, je cite le patron de Renault, compétitifs, durables et populaires. Alors, pas dans le haut de gamme, après la R5, la 4L va aussi renaître de ses cendres en électrique. Voilà, ça c'est une des annonces de Renault aujourd'hui. Toujours dans l'automobile, ces propositions conjointes de la CFDT et de la Fondation Nicolas Hulot pour que cette mutation écologique nécessaire dans le secteur automobile, et sachant qu'il faut moins de monde pour construire une voiture électrique que pour construire une voiture thermique, significativement moins de monde, s'accompagne d'une transition sociale dans la douceur. Donc voilà, les syndicats, en tout cas ceux dits réformistes, sont préoccupés et essayent de se placer du point de vue des industriels pour essayer de faire accompagner les choses et
et travailler à ces questions main dans la main. Et puis le Haut Conseil du climat qui, face au choc climatique, dit qu'il faut mieux se préparer, y compris à la dimension inéluctable de ces changements à venir. Est-ce qu'on ne se focalise pas peut-être trop sur la réduction dans 10, 20, 30 ans des émissions de gaz à effet de serre et qu'on ne se préoccuperait pas assez à court terme de ce qui de toute façon est d'ores et déjà inéluctable, à la fois pour la société et pour les industriels. Comment vous analysez ces deux, trois actualités concernant le climat que je viens d'évoquer, qui sont pour le coup deux françaises et une qui est plus large, même si le Haut Conseil pour le climat, c'est le Conseil français, donc il est censé concerner et en tout cas se préoccuper de la situation chez nous. Gilbert. Alors d'abord, il faut se féliciter de voir que tous les constructeurs automobiles français et européens se mobilisent complètement pour porter l'image d'industriels tournés vers les préoccupations climatiques, vers le zéro émission net, vers... mais le risque, c'est que ça soit violent sur l'emploi. Il faut s'en féliciter. Alors, maintenant, moi, je suis technologiquement incapable de savoir si on peut envisager des produits automobiles totalement satisfaisants dans un horizon assez court et électrique. Pour l'instant, je veux dire, encore en progression. La marge de progrès est encore forte, mais c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, préoccupation forte des constructeurs automobiles à travailler sur leur image de porteurs de grandes valeurs environnementales et climatiques. C'est une très bonne chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'emploi. Mais l'emploi... J'ai du mal à comprendre, si vous voulez, le problème quantitatif. Problème quantitatif, dans toute révolution technologique, on voit des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent. Au début du XXe siècle, je le répète souvent, il y avait 20 000 porteurs d'eau à Paris qui portaient de l'eau dans toutes les maisons, dans des conditions sanitaires effroyables, bien évidemment, qui ont disparu avec les canalisations et les réservoirs d'eau. Bon, le poinçonneur des lilas a disparu. Beaucoup de métiers disparaissent. Il y a des mutations économiques qui sont souhaitables. Les gains de productivité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse produire la même chose avec moins d'emplois, les gains de productivité sont la source de l'amélioration de notre niveau de vie économique. Donc c'est quelque chose de souhaitable. Simplement, ça signifie qu'il faut accompagner les déversements, les transferts d'emploi de certaines activités vers d'autres activités. Il faut des systèmes de formation agiles, très actifs pour faire ces accompagnements. On sait qu'il y a des activités qui vont nécessiter de la main-d'œuvre. On parle bien sûr de l'isolement thermique, on parle de quantité de choses. Mais encore une fois, le fait qu'on puisse produire des automobiles avec moins de main-d'œuvre, c'est bien. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que notre niveau de vie économique va augmenter. Qui peut c'est peut-être pas une très bonne chose pour ceux qui aujourd'hui constituent cette main-d'œuvre, mais c'est un autre sujet. C'est des personnes qu'il faut accompagner. Le porteur d'eau qui a disparu, il a fallu l'accompagner pour qu'il aille vers d'autres activités. On n'a plus le temps. Paul, est-ce que vos clients ils se préparent à ce choc climatique? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont dans une logique de préparation? Mais bien entendu, et c'est à nous de les accompagner sur ce point. En tant que banque d'affaires, L'Argilière Finance, auprès des dirigeants de PME et de TI, toujours, on est très attentif à ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutation de notre vie, de l'emploi. On sait que cette transition, elle est inéluctable. Donc il faut aider les entreprises à évoluer. Concrètement, c'est quoi? C'est apporter une couche d'analyse, de compréhension et également d'explication des aspects environnementaux, mais également sociétaux, mais également sur la réindustrialisation des PME, des ETI. Les fonds d'investissement ont maintenant des poches réservées à ça. Les banquiers, nos banquiers, ont des fonds verts, des prêts verts, ont une activité totalement dédiée à ça. C'est à nous, banquiers d'affaires, d'accompagner les dirigeants et de les emmener, de flécher les bons projets vers les bons prêteurs et les bons financiers. Et ce sera notre façon à nous d'être des acteurs de la transition. C'est une des raisons, ça peut être une des raisons qui fait qu'on rachète ou qu'on vend une entreprise ? La transition climatique ? C'est regardé aujourd'hui, et ce sera bien sûr un élément, ce sera un moteur de décision. Ça fera partie des éléments de décision demain. Un peu plus demain. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout, quasiment jusqu'au bout de la nuit. Rendez-vous demain, même heure, même adresse. Très bonne soirée.